On y va. Donc, logiciel libre et monnaie libre. Voilà. C'est parti. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur la définition des logiciels libres. Alors, tout le monde devrait savoir ici, et on peut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié, que le logiciel libre est basé avant tout sur 4 libertés essentielles. La liberté d'utiliser le programme, la liberté d'étudier son code, donc il faut que le code soit disponible, bien sûr, la liberté de copier et distribuer ce programme, et enfin la liberté de pouvoir le modifier et l'améliorer. Ça, c'est très important à se rappeler. C'est donc basé sur ces libertés. Et une chose encore plus importante, peut-être, et qui n'est pas précisée, même si c'est implicite, mais qu'il faut peut-être justement préciser ici, c'est que ces libertés sont relatives à quoi? C'est pas vraiment au logiciel lui-même, en fait. C'est à l'utilisateur du logiciel. C'est l'utilisateur qui est libre. Donc ces libertés permettent à l'utilisateur d'agir dans ces 4 directions. Donc ça, c'est très important à comprendre par rapport à ce qu'on va voir maintenant. Alors maintenant, est-ce que c'est suffisant de dire, voilà, j'ai un logiciel libre, et ce que je fais est libre? Ben, en fait, non. Vous pouvez utiliser un logiciel libre pour fabriquer des objets qui ne sont pas libres. Je peux très bien utiliser GIMP, qui est un logiciel libre pour faire des images, et l'image que je vais avoir n'a pas les propriétés d'être libre forcément. C'est l'utilisateur qui choisit la licence qu'il va mettre sur cette image. Inversement, je peux aussi utiliser un logiciel privateur et fabriquer avec une image que je vais déclarer libre. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que les libertés associées à l'objet que je peux fabriquer avec un logiciel ne sont pas de même nature, ni forcément liées à la nature du logiciel lui-même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien présent à l'esprit. C'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde quand on va parler du sujet qui nous intéresse ici. D'accord? Donc, alors, je continue sur de la suite maintenant sur la monnaie qui va nous intéresser. On sait aujourd'hui qu'on a des monnaies libres qui se développent sur Internet. Exemple Bitcoin dont on parlera un peu plus tard. La monnaie elle-même n'est pas le logiciel qui permet de la gérer. On peut même comparer le système monétaire officiel comme étant un ensemble de règles qui gèrent une monnaie. Ça pourrait être fait par des logiciels, d'ailleurs c'est fait par beaucoup de logiciels en partie, et aussi par des humains, mais aussi par beaucoup de logiciels. Pour autant, la monnaie qui est générée par un logiciel libre, donc, n'a pas forcément les propriétés d'être libre, comme on vient de le voir pour les images. Donc on peut bien avoir un logiciel libre qui génère une monnaie, pour autant, les caractéristiques de cette monnaie ne sont pas forcément libres. Donc voilà, alors là j'ai fait une image, alors c'est une photo que j'ai faite avant-hier avec Richard Stallman, dont vous reconnaissez, et il est en train de regarder un verre de bière, parce qu'il y a la fameuse phrase de Stallman qui dit libre comme une parole libre et pas libre comme une bière gratuite. Parce qu'en anglais, le mot free veut dire à la fois libre et gratuit. Donc les libertés associées aux objets ne sont pas de même nature. Donc là aussi, on ne pourra pas dire donc libre pour une monnaie comme on peut dire libre pour un logiciel. Ça ne sera pas les mêmes propriétés, bien sûr, ce n'est pas du tout le même objet. La monnaie elle-même n'est pas un logiciel. On peut gérer une monnaie avec un logiciel, mais la monnaie générée n'est pas le logiciel. Donc quelles sont les propriétés qui vont nous permettre de dire véritablement cette monnaie elle est libre ou elle n'est pas libre? C'est ça l'essentiel qu'il va falloir comprendre. Donc c'est pour ça qu'on peut dire aussi de la même façon, libre, comme dans monnaie libre, ne signifie pas la même chose que libre pour un logiciel libre. Ce ne sont pas les mêmes libertés qui sont ici en cause, qui vont pouvoir être décrites. Il ne s'agit pas du même objet, tout simplement. Alors, comment la théorie relative de la monnaie, qui est la théorie sur laquelle on s'appuie ici pour pouvoir décrire ce qu'on va décrire, définit-elle justement les propriétés d'une monnaie libre? Alors, je les ai mis en bas. Tout d'abord, cette monnaie doit être compatible avec les 4 libertés économiques. Alors, quelles sont ces 4 libertés économiques? C'est d'abord la liberté déjà de choisir son système monétaire.
Voilà une liberté économique fondamentale. Étant donné que dans l'économie, tout ce qui est compté, valorisé, se fait dans une unité monétaire, le fait de pouvoir choisir son système monétaire est une liberté fondamentale. Si on vous impose un système monétaire unique, vous n'êtes pas dans la liberté. Donc ceux qui ont choisi le Bitcoin, par exemple, ils exercent cette liberté. Très bien. Est-ce que ça suffit? Non. Dans le logiciel libre, il y en a 4. Alors moi j'en ai mis 4 aussi. Mais bon, c'est un hasard hein, qu'il y en ait 4 en même temps. Il aurait pu en avoir 6, mais 4 c'est bien. Après, la liberté de pouvoir utiliser les ressources. Si on vous prive de tout accès aux ressources dans une part libre minimale pour chacun, vous n'êtes pas libre véritablement de faire. Si on vous limite ce que vous pouvez utiliser ou pas, vous êtes forcément limité dans vos libertés. Alors ça ne veut pas dire non plus liberté, vous pouvez prendre toutes les ressources du monde à votre seul profit, puisque vous empiéterez sur la liberté des autres. C'est là qu'on voit justement que la liberté concernant la monnaie n'a pas tout à fait la même nature que pour celle d'un logiciel. Mais si par essence certains hommes ont le droit d'utiliser des ressources et d'autres pas, dans une mesure totalement disproportionnée, on n'est pas du tout dans un cadre libre. La liberté de produire toutes sortes de valeurs, là aussi, alors évidemment, sauf celles qui sont estimées nuisibles par la loi, bon, etc., bien sûr, mais a priori, il n'y a pas à interdire à des personnes d'exercer tel ou tel type d'activité économique. C'est ce que font, par exemple, les monopoles qui veulent empêcher des concurrents de se positionner. Alors, on n'est pas dans la liberté du tout, là. Et enfin, la liberté d'échanger dans la monnaie, étant donné que j'ai pu choisir mon système monétaire, je dois pouvoir calibrer mes prix, je dois pouvoir annoncer mes prix, je dois pouvoir estimer mes comptes dans l'unité de monnaie que j'ai choisie. Et pas uniquement m'en servir comme moyen d'échange. Je dois aussi pouvoir afficher cette unité de monnaie pour mes calculs d'échange et mes calculs d'activité économique quelconque. Voilà 4 libertés économiques fondamentales. Alors la monnaie qui se veut libre doit être compatible avec ces 4 libertés. Par ailleurs, pour vraiment être libre, et ça c'est le point qui va maintenant nous intéresser plus profondément, il va falloir être précis et je vais devoir être rapide. Donc, la création de la monnaie ne peut pas non plus être déclarée libre si cette création de monnaie ne se base pas sur les utilisateurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Les libertés sont relatives aux utilisateurs du logiciel. Donc, les libertés ne pourront pas être remplies dans un système monétaire où la monnaie se crée en favorisant certains au détriment des autres. On va avoir un gros problème ici de symétrie entre les utilisateurs. Il ne faut pas donc qu'un utilisateur soit avantagé relativement à la création de la monnaie. Pour une monnaie libre, bien sûr. On n'est pas obligé d'avoir que des monnaies libres. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup en ce moment. Il y a aussi un principe de relativité essentiel. Chaque homme est libre d'estimer ce qui est valeur ou pas. On ne sera pas d'accord, y compris dans cette salle, bien qu'on supporte tous ici, pour la majorité d'entre nous, et je pense même pour la totalité, les logiciels libres. Donc on peut être d'accord, nous, pour le fait de déclarer qu'un logiciel libre est une valeur que l'on reconnaît, nous, ici, mais il y a plein de gens qui ne le reconnaissent pas. Il y a des gens qui reconnaissent que certaines choses sont des valeurs économiques, et pour d'autres, ils vont considérer que ce sont des valeurs négatives. Par exemple, parce qu'elles polluent l'environnement, ou ce genre de choses. Mais ils ont tous des points de vue différents. Donc le principe de relativité, c'est un peu comme en physique. Selon l'observateur choisi, ce qui est valeur ou pas n'a pas du tout la même consistance. Donc on doit accepter ça en fait. Il ne s'agit pas de... Parce que si on commence à imposer des valeurs qu'on veut déclarer bonnes pour tous, on est en train d'imposer ses vues, pas du tout d'exercer les principes de liberté. Et notamment concernant la création de la monnaie. On est en train d'imposer ces valeurs aux autres, pas du tout de respecter leur point de vue, dont on sait qu'il peut être fondamentalement différent. Donc il faut que ce soit symétrique, alors non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans l'espace et dans le temps? On va le creuser par la suite. Donc en conséquence de cette définition, comme chaque personne est, chaque individu, chaque utilisateur est libre de considérer ce qui est valeur ou pas, il ne faut pas que la monnaie se crée en regard d'une valeur autre que les utilisateurs eux-mêmes. C'est les valeurs, c'est les utilisateurs qui sont base fondamentale d'émission, de création de la monnaie gérée par une monnaie libre. Et uniquement eux. Pas du tout des valeurs déclarées de façon arbitraire et illégitime par quelques-uns comme étant la valeur de référence. Quelle qu'elle soit appelée or, dette, ce que vous voulez, ce sont des valeurs qui sont déclarées par certains comme étant des valeurs pour eux. C'est très bien, ça les concerne, mais ça ne doit pas briser les libertés des autres de considérer autre chose.
Alors, à noter que d'ailleurs, ces déclarations, encore une fois, sont indépendantes de la nature du logiciel qu'on va utiliser pour gérer, créer cette monnaie. Donc, en fait, une fois qu'on a compris ces principes-là, on comprend que le crédit mutuel symétrique qu'utilisent les systèmes d'échange locaux, les CEL, LETS en anglais, apparaissent comme une bonne solution qui respecte les libertés. Si je dis pour chaque membre d'une communauté monétaire que l'on initialise à un moment donné, chacun reçoit 100 de crédit de cette monnaie, ah ben on est symétrique. Effectivement, on n'a pas calibré des valeurs particulières pour créer ces 100, on a considéré chaque utilisateur comme étant égal devant la création monétaire, et donc chacun a reçu 100. Maintenant, ceci ne suffit pas, parce qu'on a un problème dans le temps, le problème temporel, qu'il va falloir résoudre. Alors ça, c'est le cœur du point le plus difficile à comprendre maintenant. Avec un crédit mutuel, dans l'espace, les utilisateurs que je dis dans l'espace, c'est pour un instant t fixe. Hein. Si je dis ici on crée une monnaie, je donne 100 à tous, on est symétrique. Maintenant, dans le temps, on a un souci. Alors, ici, les schémas, qu'est-ce que j'ai représenté? À droite, vous voyez, c'est ici l'espace de vie en fait des hommes. Ici, en vert, ce sont les hommes vivants, si vous voulez. C'est la pyramide des âges entre les plus jeunes ici, ceux qui ont 40 ans environ, ou 50 ans ici, et puis les plus âgés ici en dernier. Et puis en rouge, c'est les morts. Ça fait peur, hein. Mais là, en jaune aussi, c'est les futurs entrants. Ça s'appelle les futurs nouveau-nés, ceux qui vont rentrer dans l'espace de vie, si vous voulez, hein, d'accord? Alors ça, c'est le point le plus difficile à voir. Les gens ont peur en général quand je parle de ça. Mais c'est la vérité. Chaque année, bien sûr, nous vieillissons tous. Et certains d'entre nous meurent, les plus âgés, la plupart. Bien sûr, il y a des gens qui meurent jeunes, mais la plupart d'entre nous meurent en étant âgés et sont remplacés petit à petit par les nouveau-nés. Et ça, c'est un processus continu qui a lieu d'année en année et ainsi de suite. Alors j'ai fait une photo ici avec une fontaine, là aussi je dis, ben, vous voyez une fontaine ici, mais en fait non, il n'y a pas de fontaine. Pourquoi? Si je prends une photo, et puis une photo 1 heure plus tard, ou une photo 3 jours plus tard, je risque d'avoir la même photo apparente. Sauf qu'est-ce que c'est les mêmes molécules d'eau? C'est pas les mêmes molécules d'eau, vous êtes d'accord avec ça? Donc c'est pas la même fontaine. Cette fontaine est un flux. Donc en fait, la société humaine ou l'espace économique, c'est un flux. C'est un flux dans le temps. Donc c'est pas du tout quelque chose de fixe. Donc si on réfléchit que dans l'espace, on a tout faux. Parce que si vous donnez 100 à chacun, alors qu'il y a 1000 de monnaie, c'est pas pareil que dans 40 ans, si vous donnez 100 aux nouveaux entrants, alors qu'il y aura 1 million de monnaie. Ça sera pas pareil pour les 100 que vous donnerez dans 160 ans, alors qu'il y aura 100 000 millions de monnaie. Vous voyez? Donc vos 100, ils ne sont pas symétriques dans l'espace, si je me contente de dire je donne 100 à chacun. Donc ça, c'est une erreur. Une fois qu'on a compris ça, je suis obligé de passer rapidement, mais vous voyez qu'il y a un peu de maths. C'est très simple, au final. Les sociétés humaines vivent, en gros, l'espérance de vie humaine. Entre 1929 et 2009, il s'est passé 80 ans. Quasiment 95% de la société est morte, celle de 1929, et remplacée par une toute nouvelle en 2009. Tous les gens qui sont vivants aujourd'hui n'étaient pas vivants en 2009. Quasi-totalité. Si 100 vous suffit pas, si 80 vous suffit pas, vous passez à 120 ans, 130 ans, le temps qu'il faut pour les avoir tous, mais il y a une durée au bout de laquelle la société est entièrement renouvelée. Bon. Donc si on veut que chaque membre de cette communauté monétaire, qui n'est pas que dans l'espace, mais dans le temps aussi, puisse utiliser le même système monétaire de proche en proche, il faut que la monnaie, si vous voulez, soit entièrement renouvelée tous les 80 ans. Ça conduit une petite équation mathématique que je n'ai pas le temps de détailler ici, mais qui en gros est écrite là. Il faut que la masse monétaire de l'ancien temps par rapport à toute la monnaie que l'on va créer pendant 80 ans, pendant l'espérance de vie, EV ici c'est marqué, c'est l'espérance de vie, il faut que ce rapport soit dans le même rapport que l'espérance de vie elle-même. Eh bien si on fait ça, on obtient un taux de croissance de la masse monétaire, donc c'est pas une valeur fixe que l'on va donner à chaque membre, c'est une sorte de dividende universel, si vous voulez, de revenu de base inconditionnel. Et on va donner ce revenu de base inconditionnel indexé sur la masse monétaire à un taux qui est ici compris entre deux quantités qui sont log de EV sur EV et log de EV sur 2 et EV sur 2,
qui représente en fait une valeur pour 80 ans d'espérance de vie, qui représente entre 5% et 10% par an de la masse monétaire. En faisant cela, chaque membre de la communauté monétaire aura reçu pendant toute sa vie la même part relative de monnaie que les gens qui étaient avant lui et la même part relative de monnaie que les gens qui vont venir après lui, dans le temps. Or, ce taux est exactement le taux moyen constaté sur le long terme de croissance de toutes les masses monétaires du monde. Donc il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire. Alors ça dépend de l'espérance de vie, ça veut dire que dans les pays où l'espérance de vie est courte, vous aurez un taux d'inflation plus fort. C'est ce qui est constaté. Les pays du tiers-monde avaient tendance, et ont toujours tendance, il y en a un peu de moins en moins puisque le niveau de vie s'améliore, avaient tendance à avoir des masses monétaires qui avaient une inflation forte. C'était dû à quoi? Au fait que les sociétés de ces pays-là se renouvelaient dans le temps beaucoup plus rapidement que les nôtres. Si vous avez 30 ans d'espérance de vie, les jeunes gens qui arrivent dans l'espace économique ont besoin de leur part de monnaie. Ils ne peuvent pas la récupérer sur l'ancienne, c'est pas vrai, ça ne marche pas ça. Parce que les anciens utilisent la monnaie pour leurs propres valeurs, qui ne sont pas du tout les valeurs de ceux qui arrivent après eux. Donc tôt ou tard, de façon volontaire ou pas, ça se fait si vous voulez. Le mieux, ce serait de comprendre le principe et de le faire de façon continue, au lieu de le faire à l'occasion de crises systémiques. 1929 plus une espérance de vie de 80 ans égale 2009, crise financière, crise financière. Donc, est-ce que la monnaie officielle est libre? Alors, comme je vous ai dit, les taux constatés de croissance sont à peu près compatibles. Simplement, ça ne se fait pas de façon continue. Vous voyez ici que le taux de croissance qui est marqué en vert, c'est la courbe verte qui fait des bonds, là. C'est la croissance ici de la masse monétaire euro entre 2000 et 2013. Est-ce que vous savez combien il y a d'euros en circulation en zone euro en 2013? Par personne. Par citoyen européen, pour être précis. Ben, il y a quelque chose, alors c'est difficile à estimer parce qu'il y a des masses de monnaie qui sont parfois un peu cachées, mais c'est de l'ordre de 40 000 euros par personne. Par citoyen, qui existe. Est-ce que chaque jeune citoyen européen qui, depuis 2007 ou 2005, est venu dans l'espace économique a sa part de monnaie? C'est pas clair. Donc la masse monétaire ne croît pas tout à fait à un rythme continu, donc ça c'est pas correct. Et surtout, ça ne se répartit pas sur l'ensemble des membres de la zone monétaire. Hein. C'est surtout ça. Après, là, c'est la symétrie spatiale qui n'est pas respectée. On crée bien de la monnaie, mais est-ce que cette nouvelle monnaie est distribuée à tous, et y compris donc surtout aux nouveaux jeunes entrants dans l'espace économique? La réponse est non. Alors maintenant, on va pouvoir aller très vite pour savoir quels sont les systèmes monétaires libres ou pas. Donc déjà, la monnaie officielle, c'est raté. Marche pas. Le Bitcoin, ben non plus. Le Bitcoin n'est pas libre. Logiciel libre, oui, très bien, mais les propriétés de cette monnaie ne sont pas libres. Les utilisateurs ne sont pas égaux devant la création monétaire. La monnaie se crée sur la base des machines, dans le Bitcoin, et pas du tout sur la base des utilisateurs. Par ailleurs, les premiers entrants du système Bitcoin ont eu droit à une création monétaire maximale, puisqu'ils avaient droit de créer la monnaie au départ, tout simplement, il n'y en avait pas. Et les derniers entrants, dans le temps, ben, finiront par avoir aucun droit du tout. Donc ils n'auront pas leur part de création monétaire. Donc il n'y a pas d'égalité dans le temps du tout. Il n'y a pas de symétrie dans le temps du tout. La part de crédit allouée à cette communauté monétaire n'est symétrique ni dans l'espace, ni dans le temps. Donc cette monnaie ne peut pas être qualifiée de libre. Alors pour autant, on n'a pas de problème d'un point de vue relativiste de considérer que le Bitcoin est une valeur économique. Que ce soit une valeur, ça ne pose pas de problème. Il ne faut pas confondre monnaie et valeur. Avec de la monnaie, j'échange, je comptabilise des valeurs, par exemple des actions d'une entreprise. L'action d'une entreprise, ce n'est pas une monnaie non plus, ce n'est pas la monnaie. Ce n'est pas votre outil d'universel d'échange accepté comme tel par les membres d'une communauté monétaire. Ça peut être utilisé comme outil de troc, si vous voulez, c'est bien une valeur, comme n'importe quoi, mais ce n'est pas une monnaie. Donc le Bitcoin peut être considéré comme une valeur, mais pas une monnaie. La monnaie est la seule valeur sur laquelle on peut se mettre d'accord, toutes les autres non. Vous savez, en relativité restreinte, on est d'accord sur aucune vitesse sauf une seule, la vitesse de la lumière. Est-ce que Ripple est un système de monnaie libre? Alors Ripple, c'est un peu particulier, c'est un système d'émission de dette émis
sur la base des utilisateurs. Donc ça a un fort sens de symétrie. Donc de ce côté-là, c'est un peu délicat de juger ce système monétaire parce qu'il se base aussi sur une monnaie de base. Il peut se créer sur la base des bitcoins ou sur la base d'une autre monnaie et il émet un crédit sur cette monnaie. Et chaque utilisateur peut émettre le même crédit, d'accord? Bon, alors sauf le logiciel est toujours pas libre. Ils prétendent qu'ils veulent le faire, mais enfin pour l'instant ça l'est pas. C'est pas tout à fait non plus symétrique dans l'espace, libre dans l'espace, puisqu'il y a un centre qui reçoit un intérêt sur les crédits émis. C'est en fait le centre qui gère le logiciel, justement. Donc ça, de ce point de vue-là, il y a un point d'asymétrie fort dans le système. Mais mis à part ce principe-là, ça pourrait contribuer à l'expansion d'une monnaie libre. On pourrait avoir une monnaie de base libre, avec un Ripple dessus qui n'est pas de centre arbitraire, illégitime de récupération de monnaie, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ce cas-là, ça pourrait très bien être on pourrait très bien associer un crédit Ripple sur une monnaie libre. Ça serait tout à fait compatible. Je passe les détails, je ne peux pas aller plus loin ici. Alors après, il y a deux systèmes ici qu'on peut voir rapidement. Cyclos, c'est un système centralisé qui permet de gérer tout type de système monétaire. C'est un logiciel libre, donc ça c'est très bien. Il a le problème d'être centralisé, ça c'est moins bien. Mais on peut générer avec Cyclos une monnaie à dividende universel, calculée selon l'espérance de vie, ça en fera une monnaie libre. Donc Cyclos peut tout à fait générer une monnaie libre, il n'y a aucun problème avec ça. Par ailleurs, en France, ça s'est lancé un petit projet assez récent, mais que je trouve sympathique, qui est lancé comme une expérience pour faire découvrir le concept, qui s'appelle Monnaie M. Voilà, donc Monnaie M, c'est un projet, une expérience de monnaie libre, tout à fait intéressant. Je vous invite à découvrir, ça vous permettra de travailler le concept. Enfin, alors est-ce qu'il y a bien un projet de monnaie libre vraiment compatible avec tout ce qu'on vient de dire ici? Oui, il s'appelle OpenUDC, il a été démarré en France par un développeur qui s'appelle Jibar, vous pourrez le découvrir sur Internet. Le logiciel est libre, il y a la liberté bien sûr de le choisir en tant qu'unité monétaire. Il est libre dans l'espace, c'est-à-dire les utilisateurs reçoivent bien la même part de monnaie à un instant T, et il est libre dans le temps, puisque donc cette part de monnaie est calculée pour être bien compatible avec l'espérance de vie, donc il est un pourcentage de la masse monétaire par an. Donc chaque utilisateur aura reçu tout le long de sa vie, quelle que soit l'année où il naisse, qu'il naisse en 2009, qu'il naisse en 2050, en 2310, si le système monétaire est encore présent à ce moment-là, il aura reçu la même part relative de monnaie. C'est basé sur la toile de confiance OpenPGP. Les utilisateurs se reconnaissent de façon décentralisée lors de Key Signing Party, et sur cette base-là, le logiciel génère la masse monétaire. Voilà, on arrive au bout, donc on a vu les principes, et on a vu quelques logiciels on a pu qualifier le fait qu'ils étaient libres ou pas selon les principes que l'on a déterminés. Alors tous ces principes sont détaillés plus en détail sur le livre qui est là, qui est disponible en licence GPL sur Internet, vous pouvez le télécharger, il est en licence libre, qui s'appelle donc Théorie relative de la monnaie. Il y a tous les calculs nécessaires si vous voulez les revoir, les étudier, etc. Il y a tous les principes qui y sont dits. Et donc, il est consultable, il n'y a pas de problème. Il est par ailleurs disponible en version papier, si vous en voulez, il y en a ici. Et il est à prix libre, donc c'est vous qui choisissez. Si vous voulez mettre 0, vous mettez 0, vous le prenez. Voilà, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre pour l'avoir ou pas. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions-réponses? Des questions? Les réponses, ça sera moi peut-être. Oui. Oui, bah, typiquement, Monnaie M, c'est ça. Le projet que je viens de citer, Monnaie M, donc que je t'invite à découvrir sur Internet, il fonctionne là depuis quelques mois déjà et ça marche. Il y a des échanges qui se font et ça marche très bien. Oui. Je suppose qu'on ne peut pas convertir d'une monnaie, le dollar ou l'euro vers l'OpenUDC. On peut toujours convertir n'importe quelle valeur à une autre. Non, non, mais c'est pas la conversion d'une monnaie en une autre, c'est pas quelque chose qui se décide depuis un centre ou depuis n'importe quoi, c'est un choix individuel. Celui qui propose, je sais pas, 10 € pour avoir 50 M, ben, il peut le faire. Après, est-ce qu'il y aura des clients pour ça? C'est le problème de l'économie. Donc il n'y a pas à fixer quoi que ce soit là, c'est les utilisateurs qui choisissent. Il y a un taux de conversion du Bitcoin en dollars ou en euros, c'est simplement qu'il y a un marché, les gens proposent des Bitcoins et il y a des gens qui proposent des dollars en échange. Point. Donc ça, la monnaie n'a rien à dire là-dessus.
Donc là, une monnaie, en fait, entre les membres qui acceptent de l'utiliser, ils peuvent échanger toutes les valeurs qu'ils veulent, y compris d'autres monnaies. Ou prétendues monnaies, parce que selon un point de vue de monnaie libre, la monnaie euro-dollar n'est pas une monnaie libre. Mais peu importe, c'est une valeur et on peut tout à fait l'échanger. Il n'y a aucune interdiction, en fait, dans une monnaie libre. A priori, il n'y a aucune interdiction. C'est comme un logiciel libre, qu'on ne t'interdit rien de rien faire avec. Oui. Oui. Oui, c'est ça, quelque chose de proportionnel à la masse monétaire. Alors, ça dépend les choix qu'on fait. Alors, par exemple, pour OpenUDC ou non, pour MoneyM, tout simplement pour parler de quelque chose que vous pourrez contrôler vous-même, parce qu'OpenUDC est encore en développement, donc mais c'est le même principe. C'est tous les mois, tout simplement. Donc, c'est tous les mois. Alors, comment on fait? On regarde la masse monétaire totale. On a la main sur la masse monétaire totale. Elle est affichée. Le nombre de membres est connu, est contrôlé en permanence. Hein. Alors, sur MoneyM, c'est fait de façon centralisée, donc c'est pour ça que j'aime pas trop. Sur OpenUDC, c'est fait par la toile de confiance OpenPGP, donc c'est totalement décentralisé. On a la masse monétaire, on a le nombre de membres, on divise la masse monétaire par le nombre de membres et on applique le taux de croissance que l'on a décidé au début de la monnaie. Et c'est cette valeur que l'on obtient qui est distribuée à tous les membres. Oui, peut-être une autre. Oui. Non, surtout pas, non. Surtout pas, parce que ça briserait les principes de calcul. Non, elle diminue pas, non. Alors, il ne faut pas confondre la monnaie de base et le crédit. La monnaie de base est permanente, le crédit peut se rembourser. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir la monnaie de base et par-dessus Ripple. Ripple qui lui permet un crédit débit entre membres sur la base d'une monnaie. Et dans ce cas-là, lui, le Ripple, générera des crédits qui s'émettent et se remboursent. D'accord? Alors pour éviter justement les effets de bulle, etc., il faut surtout pas donner le même nom au crédit qu'à la monnaie de base. Il faut qu'ils aient des noms différents. Même si l'un est indexé sur l'autre, il ne faut pas qu'ils aient le même nom. Aujourd'hui, on a un problème dans les systèmes monétaires officiels parce qu'on appelle du même nom la monnaie de base de la Banque centrale, qui ne représente au final que 2, 3, 4% de la masse monétaire totale, quoique ça varie en fonction des décisions politiques. Mais c'est peu de monnaie, et les crédits bancaires. Les deux s'appellent euros, sauf que ce n'est pas de même nature. Oui. Oui. Alors pour quel système monétaire? Pour la monnaie euro, c'est ta carte d'identité, c'est tes caisses de l'État qui contrôlent que tu existes bien, etc. pour que tu sois référencé dans le système. La banque te demande une domiciliation, ce genre de choses. Bon, c'est assez compliqué, c'est tout ça. Pour monnaie M, c'est centralisé. C'est les gens qui ont décidé de monter cette monnaie qui vérifient que les membres existent bien, qu'ils n'ont pas de double compte, etc. Que c'est bien des individus qu'on connaît en fait. Mais ça se fait de façon centrale. Donc ça ne pourra pas aller au-delà d'un certain niveau, parce qu'au-delà, ils ne pourront pas contrôler. Mais peu importe, on peut faire une communauté monétaire à 2000 membres. On n'est pas obligé d'être 3 millions non plus. Hein. Ce n'est pas une obligation. Pour OpenUDC, c'est beaucoup plus ambitieux, puisqu'OpenUDC, lui, se base sur la toile de confiance OpenPGP. Donc c'est des Key Signing Parties qui permettent de signer des membres avec leur clé unique. Voilà. Et c'est cette clé unique qui donc ça permet d'assurer sur la toile de confiance que les utilisateurs ont bien été contrôlés par qui? Par les autres membres en fait tout simplement. Mais sans qu'il y ait un centre particulier pour ça. Par contre on peut faire un peu de théorie des graphes pour les matheux. On peut faire un peu de théorie de graphes pour vérifier qu'un membre n'est pas contrôlé que par des gens qu'il connaît proches, mais aussi par des gens qui sont un peu loin et ce genre de choses. On peut faire des poids, donc il peut y avoir un poids de confiance sur l'identification des membres. Tout ça peut faire l'objet d'études tout à fait intéressantes hein, d'ailleurs. Voilà le principe. Oui. Ouais, vas-y, oui, je sais pas. Vas-y. Ouais. Oui, mais on parle de compte unique pour la création de la monnaie. D'accord? Donc après, si on veut avoir des comptes où on déverse de la monnaie, c'est autre chose. C'est des comptes de nature différente. Donc là, moi, je parle que de la création monétaire, parce que c'est ça qui pose problème. C'est ça qui est le plus important. Après, créer des comptes où on va déverser de la monnaie, c'est un détail, oui, ça se fait sans problème. Mais c'est ce que je viens de dire, il faut identifier que les personnes sont bien existantes, quoi.
Non, c'est plusieurs. Il faut que la personne soit signée par N membres. C'est une question de choix de la quantité de membres qui doivent signer une autre personne pour qu'elle soit reconnue comme existant dans la communauté. Elle est signée par un certain nombre de membres qu'on définit. C'est une règle du système, ça. À la limite, ça, là, moi, j'ai pas d'idée là-dessus. Je n'ai pas à fixer ça. Ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 20 et ça peut évoluer dans le temps. S'il faut que ce soit 25 personnes qui valident le fait que tu existes, il en faudra 25. Voilà. Une personne égale un compte de création de monnaie, puisque c'est la seule façon de créer de la monnaie. Il n'y a pas d'autre façon de créer de la monnaie que l'existence de l'homme. Oui. Oui. Non, mais alors, voilà, oui, oui, mais alors c'est pas lui qui vraiment qui crée la monnaie, puisque la monnaie n'est véritablement créée que quand elle est signée par les autres membres. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la monnaie, en fait, c'est une base de données distribuée mais partagée. D'ailleurs, le Bitcoin fonctionne comme ça aussi. Hein, c'est une base de données qui est partagée, en fait. Donc c'est ça. Donc en fait, on a la vue sur la base de données, donc ça nous permet justement de contrôler ce qui se passe. Donc il n'y a pas de possibilité de triche, à moins que tout le monde triche en même temps, mais enfin, ça n'a pas de sens. Oui. Oui. Bah, faut que la communauté, dans ce cas-là, prévoie un plan. Mais je veux dire, ça, c'est indépendant de la nature de la monnaie. Non, mais est-ce qu'il y en a un Je veux dire, tout ça est en développement, donc ça s'améliore tout le temps. Le Linux de 93, c'est pas le Linux de 2013. Donc ça va s'améliorer dans le temps. Bien sûr, il y a plein de problèmes qui vont se poser au fur et à mesure que la monnaie va se développer. Tant qu'il y a 5 membres, ça pose pas de problème. Quand il y en aura 200, je suis sûr qu'il y aura toujours pas de problème. À 5000, je pense que ça ira toujours. Quand on sera à 200, 300, 400 000, là, sans doute, il y a des questions qui vont se poser, mais on aura sans doute aussi les moyens d'y répondre. Donc les moyens viendront aussi avec la croissance, puisque là, clairement, on identifie tout à fait que la croissance économique est liée bien au nombre d'individus qui sont dans le système et pas du tout à autre chose. C'est certainement pas des valeurs arbitraires qui déterminent la croissance, c'est bien le nombre d'individus qui travaillent ensemble. Oui. Alors ben, je vais t'arrêter là parce que le sujet là, même si c'est intéressant, je suis d'accord, mais je ne parle pas d'OpenUDC en particulier. J'ai parlé surtout du concept de monnaie libre parce qu'on peut le faire avec un autre système qu'OpenUDC. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur OpenUDC, allez-y, mais j'ai pas envie trop d'en parler là parce que ça, c'est infernal. Et, ouais. Oui. Oui. Oui, oui, mais c'est des questions qui sont résolues, mais je peux pas m'étendre. On va y passer 3 heures et on va pas avoir. C'est pas tout à fait le sujet. On peut faire la conférence sur OpenUDC, mais dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit les techniciens qui en parlent que moi. Oui. D'autres questions peut-être sur les monnaies, sur la monnaie libre? Ouais. Oui. 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 Oui, mais c'est justement parce qu'ils n'ont pas la même espérance de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive après, il est plus jeune en fait, donc il vivra plus longtemps. Donc celui qui est là depuis plus longtemps, il est plus vieux aussi. D'accord? Donc comme il est plus vieux, il reste moins de temps à vivre. On aura la même part de monnaie lors de notre vie. Mais évidemment, on aura moins d'argent que les plus vieux d'entre nous, mais c'est normal ça. Donc mais lors de ta vie, par contre, tu auras eu autant de monnaie que ceux qui t'ont précédé. D'accord? C'est ça le principe. Hein. Faut voir dans le temps les générations qui se succèdent. Alors ça c'est difficile parce qu'on n'a pas pris l'habitude du tout de penser le système économique en voyant après notre mort. Hein. En fait, on n'y pense pas à ça hein, en général. Oui. Oui, alors la naissance. Oui, 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 bien sûr, non, mais ça, oui, oui, non, mais ça pourrait se faire, mais c'est un autre débat. J'ai envie de dire, c'est pas grave. Pour l'instant, on considère la naissance dans le système monétaire. Bon, après que les gens décident qu'un nouveau-né est intégré ou pas, je veux dire, ça les regarde. Enfin, je veux dire, c'est des règles qui ne dépendent pas du système monétaire. Moi, j'ai donné les principes généraux, mais tu as raison, c'est des bonnes questions, il faut se les poser. Je vais te dire qu'il y a des réponses à ça, mais encore une fois, je ne peux pas m'étendre sur tous les aspects. Mais oui, oui, c'est une bonne question, oui, mais
à la limite, diverses monnaies libres choisiront des politiques différentes de ce point de vue-là. Mais par contre, s'ils respectent le principe de relativité dans l'espace et dans le temps, ils pourront être considérés comme libres quand même. Après qu'on décide que quelqu'un a le droit de rentrer un système à 18 ans ou dès qu'il est né, je veux dire, ça c'est un autre problème. C'est considérer qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que... Voilà, donc c'est autre chose. Oui. Votre dernière question peut-être? On arrive au bout là? On a encore le temps? Ouais. Non, ouais, tout à fait, ça va être difficile, ouais. Contrairement au Bitcoin, ouais. Alors Bitcoin a l'avantage d'un certain point de vue effectivement de blanchir, c'est vrai. De notre point de vue, le Bitcoin a plein d'autres problèmes, d'ailleurs même en termes économiques, parce que comme ce n'est pas du tout compte du nombre d'hommes qui l'utilisent, il peut y avoir 10 000 machines et 3 mecs. C'est pareil que s'il y a 10 000 mecs et 3 machines, on n'en sait rien en fait. Donc du coup, qui gère la monnaie? Est-ce que c'est des machines ou des hommes? On n'en sait pas. Et par ailleurs, dans le Bitcoin, si on sait un peu jouer au poker, on comprend assez vite, même si c'est sur de très longues périodes, c'est sur des périodes de l'ordre de 30 ans ou de 20 ans ou 30 ans, qu'un peu d'ailleurs comme dans le système actuel, c'est les grosses mains qui décident. Au poker, si vous avez la grosse main, vous savez que même s'il y a du hasard, vous allez gagner à la fin. Vous savez, si vous avez la grosse main, vous avez le plus de jetons. Si vous qui avez le plus de jetons, vous pouvez prendre plus de risques que ceux qu'on n'a pas. Donc sur le long terme, vous êtes gagnant. Et vous faites peur parce que vous pouvez miser, alors qu'en face, il peut miser qu'une fois, sinon il perd tout. Donc c'est un peu la même chose. Ici, le Bitcoin peut très bien se stocker dans un endroit, assécher en quelque sorte l'économie, comme ce qui se passe un peu actuellement d'ailleurs, et donc du coup gagner à tous les coups. Parce qu'il a la grosse main, il la garde en plus. Bon, dans un système qui se crée de façon continue comme ça, même si c'est un peu d'argent, c'est pas non plus, c'est pas un taux qui est tout à fait, c'est un taux qui est conforme en plus à ce qui est constaté, mais surtout il est décentralisé, donc on peut pas garder une grosse main éternellement, parce que tôt ou tard, la création de monnaie à l'extérieur, si vous voulez, fait fondre votre pouvoir de nuisance en fait, en quelque sorte. Faut pas oublier que la monnaie est avant tout réalisée pour faire des échanges, pas pour prendre le pouvoir sur autrui. Donc si on a échangé pour de la monnaie, c'est théoriquement qu'on avait envie de faire un achat sur autre chose. Si on le garde pour soi, pour imposer son pouvoir aux autres, on n'est pas dans le cadre de la liberté économique, on est dans le cadre de la nuisance économique. La monnaie est un instrument d'échange, c'est une chambre de compensation. C'est pas une chambre de pouvoir, en fait, ça ne devrait pas l'être. Autre chose? Ouais. Ah ben, il y a déjà plein de systèmes monétaires qui se développent. Il suffit de l'adopter, de contribuer à son développement et puis de l'utiliser tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et après, évidemment, s'il y a 1000 personnes qui l'utilisent, bon, ben, ça aura le poids de 1000 personnes. S'il y en a 500 000, ça aura le poids de 500 000 personnes. Mais le Bitcoin, déjà aujourd'hui, pèse dans l'économie. Hein. La valorisation aujourd'hui du Bitcoin, malgré tous les défauts qu'il a, il n'est pas tout à fait, donc il n'est même pas libre selon notre définition qu'on a donnée ici. Le Bitcoin pèse aujourd'hui dans l'économie 140 millions de dollars. Bon, ben, ça s'est fait au départ par quelques gars ou un seul gars, on ne sait pas trop d'ailleurs qui l'a créé. Voilà, non, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ça peut très bien être des banquiers qui fait ça, on n'en sait rien en fait. Mais en attendant, le Bitcoin, il a petit à petit pris sa dimension économique. Donc il faut voir les choses encore une fois de façon différentielle. Il ne faut pas vouloir installer un truc de façon comme ça instantanée, ça marche pas ça. Donc c'est progressif. D'abord on installe Linux, il s'est pas installé partout tout seul. Sa première version 93 est utilisée par 10 personnes et aujourd'hui par des millions. Voilà, donc ça s'est pas fait en 2 jours non plus. Il faut du temps bien sûr, mais il faut bien démarrer. Oui. Ouais, mais ça on s'en fout. Une autre question? D'accord, bon voilà, on va arriver au bout. Merci de votre attention encore une fois.